Alors, ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est la résolution de l'équation diophantienne x2 plus y2 moins 29z2 égale 0. Donc, x, y, z sont dans z, par deux méthodes avec des techniques assez différentes, évidemment toujours des points communs, mais des techniques différentes. Alors, vous le savez, hein, en algèbre, on devient rapidement structurophile, mais calculophobe. Donc, on fera le minimum de calcul, le maximum de structure. Hein. On va le faire un peu à la Yoda quand il soulève le vaisseau dans le marais, hein, juste comme ça avec la pensée. Mais on a besoin pour la première méthode, de préliminaires, pour la seconde aussi d'ailleurs, vous verrez. La première méthode, c'est par les entiers de Gauss. Comme préliminaire, les entiers de Gauss, z de i, c'est x plus iy avec xy dans z. On vérifie que c'est un anneau et on arrive à mettre une division euclidienne pour montrer que c'est un anneau euclidien, donc principal, donc factoriel. Voilà. Donc ça y est, on est dans un anneau factoriel. Et il est muni d'une norme qui est multiplicative, hein, la bonne vieille norme, sauf que quand on est en algèbre, on n'aime pas trop manipuler des racines carrées, on ne sait pas où ça va nous mener, donc ce qu'on appelle la norme de alpha dans z de i, c'est alpha alpha bar, c'est la norme au carré par rapport à d'habitude. Et alpha est inversible, donc elle nous sert à détecter les inversibles, hein. Donc si et seulement si n de alpha égale 1, si et seulement si alpha égale plus ou moins 1 et plus ou moins i, mais surtout si n de alpha est un nombre premier, parce que évidemment que n de alpha, ça va être, si alpha c'est a plus ib, ça va être a2 plus b2, donc ça va être, ça va être un entier naturel. Si c'est un nombre premier, alors alpha est premier, ce qui est normal. Finalement, ça vient de là. Oui, finalement, ça sert. Puisque si alpha se décomposait en bêta fois gamma, on aurait n de bêta fois n de gamma égale n de alpha, donc est premier. Donc forcément, un des deux, soit n de bêta, soit n de gamma, serait égal à 1. Et donc, il serait inversible. Ce qui veut dire que alpha est premier, il est irréductible, en tout cas. Et dans un anneau factoriel, premier et irréductible, ça se confond. Voilà, donc on n'aura pas besoin de grand-chose d'autre si la paramétrisation rationnelle du cercle, on ira un petit peu vite dessus parce que c'est la tangente de l'arc moitié, généralement on connaît, mais on verra ça. Alors allons-y, on veut donc résoudre x2 plus y2 égale 29z2, ben oui, je mets 29z2 de l'autre côté. Le 29 n'est pas là pour rien, évidemment, c'est un nombre premier d'abord, et ensuite c'est un nombre premier congru à 1 modulo 4. Si vous avez ça dans votre développement, c'est bien, un nombre premier est une somme de deux carrés. Si et seulement si, il est soit égal à 2, soit congru à 1 modulo 4. Bien. Et 29, c'est le cas. Donc ça veut dire que 29, on est sûr qu'il va y avoir une décomposition au carré. Ce qui fait qu'on est sûr d'avoir une solution, hein, ne serait-ce que pour z égale 1. Cette solution pour 29, c'est 5 au carré plus 2 au carré. Hein. 29, ça fait 25 plus 4. Bon, très bien. Ce qui fait qu'on peut écrire ceci. Vous remarquerez qu'il y avait d'autres solutions, à part 5 plus 2i. Il y a 5 moins 2i, 2 plus 5i, 2 moins 5i, etc. Et puis moins 5 moins 2i. Il y a 8 solutions en fait en tout, juste par interversion et multiplication par moins 1. Bon, mais on ne va pas s'en occuper, on a déjà une solution, on va se la garder. Voilà, donc j'écris ça. Alors maintenant, eh bien, oui, cette fois-ci, j'ai n, la norme de 5 plus 2i, ça fait 5 au carré plus 2 au carré, c'est égal à 29, qui est premier, donc ça veut dire que 5 plus 2i est premier. Donc lui est premier. Alors maintenant, je vais appliquer le lemme d'Euclide. Il divise le membre de droite, donc il divise le membre de gauche. Alors quand je dis divise, c'est une divisibilité dans z de i, évidemment.
Et donc, comme il divise un produit, le lemme d'Euclide, dans un anneau factoriel, fait qu'il divise l'un des deux. Bon, alors, quitte à changer y en moins y, on peut toujours supposer que 5 plus 2i divise x plus iy. Voilà. Et, donc, mais ça, il faudra s'en rappeler après à la fin. Donc, x plus iy est égal à 5 plus 2i fois alpha avec alpha dans z de i. C'est ça la divisibilité. Bien. Alors maintenant, je mets un bar là-dessus. Ça fait x moins y est égal à 5 moins 2i alpha bar. Okay. Quand je reporte ces deux égalités dans cette équation, je simplifie par le produit ici, et il me vient alpha alpha bar, c'est-à-dire n de alpha, est égal à z2. Mais z2, comme z, lui, il est entier, hein, z est entier, c'est n de z, d'accord, puisque z est égal à z bar. Ce qui fait, encore une fois, par multiplicativité de la norme, que n de alpha sur z est égal à 1. Bien. Alors attention, cette fois-ci, je ne peux pas appliquer ceci, parce que ça, c'était valable pour les entiers de Gauss. Alors que alpha sur z, ce n'est pas un entier de Gauss, on est dans le corps des fractions des entiers de Gauss, c'est-à-dire alpha sur z, c'est de la forme x indice alpha sur z plus y indice alpha sur z. Donc ça, ce sont des rationnels. Ça veut dire qu'on a un élément rationnel de la forme a plus ib, avec a et b rationnels, donc, et tel que la norme est égale à 1. Bon, la norme est égale à 1, donc ça veut dire que a2 plus b2 est égal à 1, ça veut dire que a, b, c'est l'ensemble des points rationnels du cercle, finalement. Alors, je vous rappelle, au cas où vous ayez oublié, ou si ça vous a échappé, l'histoire de la paramétrisation rationnelle du cercle. C'est-à-dire qu'on veut trouver tous les rationnels AB, les couples de rationnels AB, tels que A2 plus B2 est égal à 1. Alors, l'idée est géométrique, c'est-à-dire qu'on regarde, on balaye avec un angle θ, ce qui fait que ici, on a l'angle θ sur 2 en ce point-là, le point à l'ouest, là. On tire la droite ici, qui passe par le point ouest et le point courant, et on intersecte avec la tangente ici, qui est finalement l'équation x égale 1. Et ici, on a une paramétrisation de la droite. On va l'appeler 2t, parce que quand vous regardez la tangente de θ sur 2, ça fait 2t sur 2, puisque 2 c'est le diamètre. Donc ça fait t égale tangente θ sur 2. Donc ce point-là, qui est le point courant, c'est cosinus θ, sinus θ, c'est 1 moins t2 sur 1 plus t2. 2t sur 1 plus t2, d'après les formules de l'arc moitié. Ceci nous dit que si t est rationnel, eh bien ici, on aura forcément un point rationnel. Réciproquement, si le point est rationnel, alors c'est facile de voir que ce point-là et ce point-là étant rationnels, quand on va prendre cette droite, l'équation de cette droite va être rationnelle, et l'intersection avec cette droite qui est une équation rationnelle, c'est x égale 1, va être rationnelle aussi. Donc on a le si et seulement si, en quelque sorte, et donc on a toute la paramétrisation. Donc l'ensemble des points rationnels du cercle, c'est l'ensemble des points 1 moins t, 2 sur 1 plus t2, 2t sur 1 plus t2, quand t parcourt Q. Voilà, donc maintenant, on a alpha sur z est égal à z fois ce point-là, qui est dans sa version complexe. Donc on va pouvoir écrire x plus y égale 5 plus 2i fois alpha. Donc alpha, c'est z fois alpha sur z, qui a été paramétré. Voilà. Maintenant, je me rappelle que j'avais dit quitte à échanger y en moins y, donc je mets un plus ou moins ici, et là j'ai ceci.
c'est déjà pas mal, mais mon problème c'est que T est dans Q, donc je vais juste écrire T égale B sur A, avec BA non simultanément nul, en multipliant par A, j'homogénise, hein, ça fait A2 moins B2 sur A2 plus B2, plus I 2AB sur A2 plus B2. On pourrait développer pour avoir, et identifier pour avoir X et Y, mais pour des raisons de calculophobie, je vais laisser cette formule comme elle est là, elle est très jolie, et après on peut vérifier aussi la réciproque, c'est-à-dire que les solutions qu'on obtient en X, Y, Z sont bien solutions du système, avec cette paramétrisation en A2. Voilà donc la première méthode. On va voir une seconde méthode plus simple et plus impliquée à la fois. Quand je dis plus simple, c'est parce que ça va être évident, ça va être en 3 lignes. Quand je dis plus impliqué, c'est parce que ça utilise le théorème de Witt. Alors le théorème de Witt, oui, on va dire qu'il y a une quinzaine d'années, les candidats à l'agrégation, il y en avait un certain nombre, il y en avait un petit quart qui avait ça dans sa musette. Maintenant, ça se perd, les formes quadratiques ont quand même beaucoup perdu ces dernières années. Je vais quand même l'utiliser pour... ça fera de mal à personne. Et puis, en plus, son énoncé, autant la preuve n'est pas évidente, vous pouvez la trouver dans Histoire hédoniste de groupe et de géométrie, elle est faite en exercice. Mais sinon, vous pouvez le voir dans le Perrin. Théorème de Witt dit une chose très simple, si vous prenez deux sous-espaces d'un espace E étant muni d'une forme quadratique non dégénérée Q, d'accord ? Eh bien, dès que vous avez une isométrie sigma entre f et f', donc forcément la dimension de f est égale à la dimension de f', si on a l'existence d'une isométrie. Alors une isométrie, ça veut dire que simplement sigma de Q de U est égal à sigma de U. Voilà, c'est juste ça une isométrie. Eh bien, on peut la prolonger en une isométrie sigma de E dans E. Voilà. C'est presque évident, vous voyez, ce théorème de Witt, quand on est sur R et que Q, c'est une forme quadratique définie positive, parce qu'on a un supplémentaire. Dès que vous avez une isométrie, vous allez avoir l'orthogonale qui va être supplémentaire. Il suffit de mettre l'identité sur l'orthogonale et ça va bien marcher. Mais en général, on n'a pas un orthogonal qui est supplémentaire. Et là, c'est difficile. Il faut faire ce qu'on appelle du gonflement hyperbolique. Alors, maintenant, ce que je vais surtout utiliser, c'est le corollaire de ce théorème de Witt. Si vous prenez U et V non nuls, tous les deux, non nuls, avec Q de U égale Q de V, alors il existe sigma dans O de Q, d'accord ? Donc Q c'est notre forme quadratique non dégénérée sur E, O de Q c'est les isométries globales de E dans E, donc ça va être, là ici j'aurais dû mettre un tilde, voilà, c'est l'usage, tel que V égale sigma de U. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? D'accord ? Pourquoi c'est un corollaire? Tout simplement, oui, vous prenez U et V différents de 0, donc U engendre une droite, F, V engendre une autre droite, F', et le fait que Q de U soit égal à Q de V, ça veut dire que Q de lambda U va être égal à Q de lambda V, quel que soit lambda, et donc vous allez avoir une isométrie qui envoie lambda U sur lambda V. Ça va être notre isométrie sigma, puisqu'on a égalité des formes quadratiques. Bien. Et donc ça se prolonge. Donc on va avoir un sigma tilde, vous voyez ici, mais cette fois-ci qui va de E dans E, qui est une isométrie. Donc ici, on est dans O de Q, et qui va bien envoyer U sur V. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous êtes sur une nappe quadratique, c'est-à-dire vous avez l'ensemble des U, tels que Q de U égale une certaine constante K. On va supposer, pour simplifier les choses, que K est non nul. Bon, eh bien, votre U est donc non nul, sinon K serait nul. Eh bien, vous allez avoir une action transitive de O de Q, du groupe O de Q, sur
la nappe quadratique. Voilà, donc maintenant on attaque cette équation, mais comme elle est homogène, je peux diviser par Z2 et je peux me ramener facilement à l'équation x2 plus y2 égale 29. Vous voyez, donc là il n'y a plus que deux variables, mais elles sont rationnelles. D'accord ? Par homogénéité, à partir de cette équation, on retrouve tout ça. Et j'ai une solution évidente, évidemment, c'est xy égale 5,2. Bon. Et bien voilà, c'est fini. Ici, j'ai une forme quadratique. C'est la forme quadratique canonique de Q2. Voilà. Maintenant, je sais que O de Q va agir transitivement sur l'ensemble des solutions. Puisque j'en ai une, je les ai toutes. Il faut que je connaisse O de Q. Maintenant, O de Q, ben vous le savez, vous avez ici SO2, c'est finalement ce qu'on appelle, puisque c'est la forme quadratique canonique définie positive, bah c'est O2 de Q et SO2 de Q. Hein. Donc SO2 de Q, c'est l'ensemble des matrices A, B moins BA avec A2 plus B2 égale 1. O2 de Q, ben on se permet de rajouter AB, B moins A. Vous connaissez tout ça. Hein. Ça veut dire que ici, on a un élément de norme 1, forcément, puisque c'est l'image du premier vecteur de la base canonique. Le second, c'est de norme 1 aussi, orthogonal au premier, parce qu'il y a préservation de l'orthogonalité, mais vous avez deux orthogonaux, et puis c'est comme ça que vous les voyez. Alors maintenant, A2 plus B2 égale 1, c'est la paramétrisation rationnelle du cercle qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici, j'écris cette paramétrisation rationnelle, j'ai ceci, je l'applique à 5,2 et j'ai toutes mes solutions. Voilà, c'était pour vous présenter en fait le théorème de Witt. Bah oui, j'ai un peu de nostalgie de plus trop le rencontrer à la grecque, c'est dommage. Parce qu'il vaut le coup. Vous avez vu l'efficacité, c'est énorme. Ah oui, alors pour ceux qui m'ont demandé qu'est-ce que tu as fait à ton pouce, c'est gentil de prendre des soins de ma santé. Bah oui, j'étais en train de faire des corps de rupture et je me suis fait une rupture de corps. Désolé. Spéciale dédicace, Riri.